tout le monde, c'est Daphné Valsin et c'est vraiment avec plaisir que moi rejoins nous jeudi pour une nouvelle émission. Dans l'émission jeudi, je vais parler avec Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond Dumas, c'est une invité d'honneur pour Livre en Folie Anissa. Livre en Folie, il y a deux invités d'honneur qui sont Louis-Philippe D'Alembert et Pierre-Raymond Dumas. Et dans l'émission, je vais prendre le temps pour me poser Pierre-Raymond Dumas 5 questions qui ont fait plus ample connaissance avec l'auteur, mais tout, puis bien comprendre l'œuvre. Juste avant que nous passions à la conversation que je vais faire avec Pierre-Raymond Dumas, je vais prendre le temps pour remercier tous les sponsors qui permettent que je dise à moi rentrer la carou. Je vais parler en premier lieu de Heineken 00 qui est le sponsor officiel de l'émission. Heineken 00, je vais rappeler, c'est une bière sans alcool. Donc, coca boire n'importe quelle dans la journée. Juste pour rafraîchir, surtout avec cette chaleur. Je vais remercier tout Belle Optique, qui est un sponsor qui a accompagné depuis le début. Moi, j'ai tout Focal, Fondation Connaissance et Liberté. Moi, j'ai Titato, qui est une activité itinérante pour tout le monde. Chaque semaine, moi, toujours dis nous ça, il faut nous veiller, parce que Titato a marché dans tout le pays pour bâtir un plaisir. Ma première, c'est tout La Moumous, qui toujours accompagné pour aider me choisir, moi aider m'habiller. Moi, remercier tout boutique Modati Florine et puis studio de beauté Beauty avec Gaël Alexis qui fait maquillage. Moi. Pierre-Raymond Dumas, merci parce que tu as accepté l'invitation. C'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau avec moi aujourd'hui. Pour commencer, moi j'ai l'habitude de voir, bon, de voir dans Nouvelliste, un petit peu, c'est au monde que moi appelé de voir dans Nouvelliste depuis toujours un petit peu et je me demande comment ça a commencé l'histoire. Bon, avec le Nouvelliste? Oui. Bon, ça a commencé très banalement, c'est-à-dire que je crois que je fréquentais Irad Mossi, qui à l'époque travaillait à la radio nationale. Moi, je n'ai jamais travaillé à la radio nationale. J'allais devenir directeur général de la radio nationale sous Prospéré. Donc, je pense qu'il y a une sorte de rapprochement avec Léonard, qui lui était un très bon ami de si ces deux-là sont des mélomanes. Donc, par là, je crois que j'ai découvert Raph, ayant apprécié mes talents, et m'a présenté à M. Montas. Et puis, j'ai commencé à écrire au Nouvelliste. C'est une sorte de comment dire ça, le Nouvelliste alors. Le Nouvelliste de l'époque, c'était une sorte de camp retranché, de secte, un endroit très fermé. Il y avait les initiés, mais il y avait aussi les collaborateurs. Donc, moi, j'allais devenir un initié en découvrant toute une pléiade de professionnels, de journalistes attitrés, comme Gérard Jodibois, Gerson Alexis, Laurent Saint-Just, qui habitait dans mon quartier à la Rebecca. D'ailleurs, je pense que Laurent Saint-Just a été l'un des tout premiers seniors, mentors. Donc c'est lui qui a apprécié mes premiers textes, mais c'était des textes, je ne pense pas, journalistiques. Autant que je me rappelle, je pense que c'était des textes à caractère littéraire. C'est ainsi que j'allais publier quelques temps plus tard un poème et des poèmes en créole. Le premier apparu dans Boucan, beaucoup de nouvelles, j'ai oublié. Donc il avait apprécié et plus haut où habitait Laurent. Bon, moi j'habite au milieu. Plus haut il y avait Émile Roubert. Et lui c'était un personnage un petit peu misanthrope. Et grand poète devant l'éternel. Lui, il travaillait, il rédigeait, il publiait dans le journal, le Panorama, un truc qui s'appelle Fox TV. Mais pour résumer l'ambiance de l'époque, c'était une sorte de fourmilière. Il y avait ces gens-là, ces aînés, avec leur vertu, leur prestige, certainement leur talent avéré. Donc, outronnait, vraiment, outronnait comme un roi, Michel Montas, mais un roi très humble, très modeste, et qui écoutait avant de parler, qui guidait,
vraiment un véritable papa pour tout le monde. Et il avait tous ces noms-là dont je citais. Je pourrais citer aussi Oubli Joli Cœur, mais Oubli Joli Cœur passait d'un camp à l'autre. Disons, il écrivait aussi au matin, et le matin qui était le quotidien rival. Et puis il écrivait aussi au Nouvelliste. Je pense que Oubli écrivait aussi au Petit Saint du Soir. Donc c'est une ambiance, à mon sens, à l'époque très performante. Parce que la plupart de ces gens-là qui vont accueillir au Nouvelliste, c'était des intellectuels et des professeurs. Achille enseigné à la faculté de droit et Gerson Alexis, je pense, à la faculté d'éthologie. Donc, c'était pas une partie plaisir lorsque un jeune comme moi venait. Donc, et il faut bien souligner, il y en a, je ne vais pas citer de nom, il y a beaucoup qui ont commencé comme moi, mais qui n'ont pas resté. Pas resté parce qu'ils n'étaient pas reçus, ils n'ont pas resté parce qu'ils n'avaient pas vraiment de véritable talent, ils n'ont pas resté parce que c'était très dur, le Nouvelliste. Donc, moi, je suis resté, je suis encore là. D'ailleurs, quand on dit Pierre-Raymond Dumas, il y a une des premières choses qui vient en tête, c'est la transition qui n'en finit pas, une rubrique que vous avez gardée en vie pendant plus d'une trentaine d'années. Donc, mais là, pour le profane qui ne vous a pas encore lu, mais qui est quand même curieux, qu'est-ce que vous diriez comme réponse pour pourquoi cette transition ne finit pas? Bon, d'abord, je dois ici même rendre hommage à Carlo Lézinan, qui m'a vraiment passé le titre. Je me rappelle, j'ai apporté un article à Calo qui s'appelait Cette transition est mangeuse d'or. Cet article est venu après une discussion, je crois, avec Virginie Saint-Pierre. Virginie Saint-Pierre qui a été le ministre de Prosper Avril, de la communication et de la culture. Après une vive discussion, mais toujours intelligente, parce que Anthony Virginie, c'était un esprit, comment dire, supérieur, d'une grande intelligence. Donc, il m'a suggéré l'article par nos paradages de discussion vive. Et puis j'ai apporté l'article, cette transition en d'homme. Et Calo, après une lecture, je dirais, panoramique, Calo m'a dit, bon, pourquoi, et Dumas, pourquoi tu ne dis pas une rubrique? Je ne vois pas. Et le docteur Lézinan me dit, mais oui, tu vas écrire une rubrique et tu vas l'appeler cette transition qui n'en finit pas. Donc c'est Calo Lézinan qui est le papa, le père de cette rubrique, c'est lui qui m'a passé le titre. Il n'y a aucun génie, aucun éclair, je dirais, divin de ma part. Mais vous l'aviez quand même gardé en vie. Donc oui, j'ai gardé sur la vision. Je crois que tout récemment, dans le journal du début du week-end, je crois qu'il y a un article, cette version qui n'en fait pas. Bon, le titre, comme on le dit, mais ce qui est étonnant dans cette affaire, parce que c'est une belle affaire, c'est un label, c'est que il y a très peu de gens qui ont remarqué que je parle de transition. Jamais n'est ajouté un adjectif démocratique. C'est cette transition. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans mon titre de libérer de cette affaire qui a commencé en mars 90 sous Erta. Il faut dire, le premier article a paru en mars 90. Eh bien, il n'y a pas de qualificatif. C'est cette transition. C'est comme qui dirait, après plus de 30 d'années de misère, de crise, de catastrophe politique, économique, etc. Et bien, c'est que donc, personne ne sait où on est. Je crois que c'est dans un film de Vivienne Leigh, enfin, pas Vivienne Leigh, c'est une actrice. Je crois que, je ne me rappelle plus du nom, mais je crois l'avoir cité, c'est que le pire dans cette affaire, c'est que c'est lorsqu'on ne sait pas où l'on va. C'est ça l'affaire. C'est que dans cette transition-là, personne ne sait où elle va nous amener. Je crois qu'on va déboucher. Donc, présentement, on est dans la mer, là, dans cette affaire de gang qui kidnappe, qui enlève. Voilà. Donc, c'est un processus. Donc, le premier ouvrage que j'ai écrit pour faire le bilan de cette transition, qui s'appelle La transition d'Haïti vers la démocratie, un départ raté, c'est, je crois que c'est 7 février 86. 7 février, je ne me rappelle plus, je pense que c'est 7 février peut-être 91, c'est que j'ai inventorié les différents gouvernements qui ont constitué, à mon sens, la première tranche de la transition que j'appelle la transition nationale. C'est-à-dire que vous avez d'abord l'ANFI, le CNG,
Et même à l'intérieur de l'amphi, il y a eu quelques petits mouvements et quelques changements. Donc on a eu le CNG de l'amphi. Ensuite, je crois qu'il y a eu un replâtrage avec François qui est mort et puis qui a été remplacé, je n'oublie pas qui. Après l'amphi, il a eu la catastrophe et des élections avortées. Donc on a eu des élections, comment on dit ça, sous coupe réglée, organisées par l'amphi en janvier, qui a permis aux grands professeurs, les Steve François Maniga, d'accéder au pouvoir, comme Salomon en son temps. Salomon avait utilisé et Richelieu du Béval, qui était un commandant de la plage, commandant de la police, commandant du département de l'Ouest. Après quelques petits mois, peut-être 2 jours, plus ou 3, Namphi a été éjecté, Maniga a été éjecté par Namphi, et Namphi est revenu. Donc on a Namphi 2. Après quelques temps encore, je pense que plus de 2 mois, Avril a pris les rênes, et Avril, après moins de 2 ans, avait été aussi écarté du pouvoir, et on a vu surgir ce qu'on appelle Madame Erta Pascal Touillon. Évidemment, c'est février 2011, évidemment, on va assister à la victoire, à l'installation du président Alexis au pouvoir. Donc voilà, c'est cette première tranche que j'ai appelée la transition nationale, et je tiens à insister là-dessus, c'est que donc, cette transition, tout au moins, n'a pas encore le qualificatif, n'ayant pas de finalité, donc on est dans une sorte de sec diabolique. Mais pour arriver à avoir cette clarté d'analyse, en fait, est-ce que vous avez, à côté de vos connaissances personnelles, est-ce que vous avez peut-être un petit peu plus de vécu avec ces gens qui vous permettent d'aboutir à ces analyses-là? Oui, par exemple, sous l'amphi, j'ai occupé la fonction, et autant que je me rappelle, j'ai occupé la fonction de directeur de l'information, je crois, de la télévision, ce qu'on appelle de la RTNH. C'était la fusion de la radio nationale et de la télévision nationale. Mais écoute, c'est grâce à ma proximité avec Pierre Berbus que j'ai rencontré au Nouvelliste, qui allait devenir secrétaire d'État à l'information sur l'Afrique. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc, j'ai occupé cette fonction à la télévision nationale. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et Maniga, je crois, et après sous Maniga m'avait nommé, et il manque de son cabinet, il manque du cabinet de Savant, qui était lui ministre de l'information. Je vous donne un petit peu mon pédigré, mon parcours professionnel. Et ensuite, après c'est Maniga. Après Maniga, bon, le Namphi 2 a duré l'espace de 6 mois, comme je le sais, pas même 2 mois. Ensuite, il y a eu Prosper Avril. Prosper Avril m'a nommé directeur général de la radio nationale. Et après quelques temps après, j'allais être transféré à la direction de la culture, du ministère de la culture, de l'information et je ne sais plus quoi, de relations publiques. Voilà. Donc, et sous Erta, Carlo Desinor a été nommé ministre de l'information et de la culture. Encore question d'amitié, question de proximité. Carlo m'a conservé au poste où j'étais et à la direction de la culture du ministère de ce qu'on appelle du MIC. Donc, j'ai toujours eu une position de témoin privilégié et d'acteur même. Donc, j'ai écrit des articles, mais ces articles ne sont pas le fruit du hasard, ni de quelconque génie, je ne sais pas. Non, j'avais les pieds dans l'étrier. J'étais à l'intérieur du système, j'ai occupé des fonctions, donc j'ai fréquenté les dirigeants, les acteurs, etc. Donc, vous ne pouvez pas imaginer, lorsque vous êtes dans une position de témoin privilégié, vous êtes aussi capable de comprendre, de mieux comprendre, de mieux appréhender les aspérités, les mille nuances de telle ou telle période politique. À côté du chroniqueur politique, il y a aussi le critique littéraire. Je voudrais savoir, est-ce qu'en fait, vous avez un parcours académique ou une culture personnelle qui soutient tout ça? Oh, moi je ne pense pas. Je pense que, comme l'a déjà noté, quelqu'un que j'admire, Georges Steiner, il a mentionné que tout se trouve dans les livres. Et Spinoza aussi l'a dit. C'est-à-dire que c'est la chose la plus difficile de lire
lire. Et en fait, même lorsque vous effectuez des études académiques, comme vous dites, ou des études doctorales, il faut savoir lire. Et vous savez qu'il y a, et Jean-Gérard Saint-Pierre le disait souvent, mon professeur, mon mentor, il disait, il y a deux choses. Il y a faire ses classes et faire des études. Comme on le sait, je ne m'applique pas sur certaines réputations suffaites dans ce pays. Mais, comme je l'ai dit, comme je crois, et pouvoir le dire, il y a aussi quelque part, dans le talent, hein, ce talent, il y a quelque part, il y a une grande part qui relève de l'intuition, de la sensibilité, de la curiosité. Mais ce sont des qualités qui ne sont pas des qualités de l'ordre académique. Ce ne sont pas des qualités qu'on a, ce ne sont pas des qualités qu'on apprend. C'est très, très nuancé, cet aspect de la formation générale d'une personne. Moi, je connais, et j'en fréquente tout le temps, et j'en ai fréquenté, il y a des gens qui ont des diplômes, de grosses qualifications, mais malheureusement, ils n'ont pas cette fibre, cette sensibilité. J'ai exercé plusieurs formes de critique. J'ai fait de la critique théâtrale, de la critique cinématographique. J'adore le cinéma. J'ai fait de la critique picturale. J'ai commencé d'abord par décrypter les tableaux de Franck Etienne, avec qui j'ai fait plusieurs interviews, évidemment, parallèlement à la critique littéraire. Quelle critique je n'ai pas fait? J'ai fait aussi de la critique photographique. En fait, moi je suis un artiste raté, mais je considère toujours tous les critiques comme des parasites. Les critiques sont des parasites. Donc, tout ce que j'ai fait, il n'y a rien de créatif, d'inventif. J'attends qu'un écrivain accroche un livre. J'ai fait aussi de la critique picturale, comme je le disais. J'attends qu'un artiste produit, et puis moi, j'apparais, je suis comme un rat, et j'écris, je commande. Donc je pense que, mais tout ça c'est parce que j'ai un grand intérêt pour les arts. J'ai toujours été fasciné par la peinture, le théâtre, le cinéma. Et ce sont des activités très, très exigeantes. Et se lancer, s'associer, à éplucher, à commenter des livres, et un film, une toile. Moi, ce sont des choses que je suis très, très souffrant, très peiné. Le fait que je suis incapable maintenant de faire de la critique cinématographique, de parler, de relayer, ou de faire une recension concernant une pièce de théâtre, comme on le sait. Et tout est mort maintenant en Haïti. Mais à mon époque, et Duvalier, donc, si vous ne faites pas de la politique, il y avait une grande densité artistique, il y avait des activités par-ci par-là, en matière d'art. Maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a l'insécurité, il y a le banditisme qui ont remplacé tout ça. Donc, Haïti, maintenant, c'est un cimetière. Et là où il y a des cimetières ou un cimetière, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas de place pour l'art. Oui, s'il y a pas de, ça veut dire qu'il n'y a pas de production, il y a encore moins de place pour un critique. Même pour la musique, par exemple, la musique haïtienne. Moi, j'ai cette scène. Moi, j'ai toujours eu une grande passion pour tout ce qui est local, tout en étant un esprit très universaliste. Moi, je ne suis pas un chauvin, moi. Je pense que l'art, les arts et tout ça, c'est des activités universelles. Moi, j'écrivais à mon temps. Moi, je ne suis pas nostalgique. J'écrivais en mon temps sur, c'est pas moi, j'écrivais sur la science-fiction, sur les films fantastiques, comme autant que je pense avoir écrit sur la Richette des Bordus. Sur la Richette, oui. Je croyais avoir écrit sur Coupé Cloué. Donc, c'était ça un petit peu l'école du nouvelliste. C'était une grande curiosité, comme beaucoup le savent. Il y avait une exigence. Le nouvelliste, à cette époque, n'était pas quelque chose, comment dire ça, c'était très ouvert, parce qu'il y avait des activités par-ci par-là. Haïti bougeait, évidemment. Il y avait d'autre part cette chape de plomb. J'ai commencé à écrire sur la création de la diaspora
déjà sur Jean-Claude Duvalier. Parce que j'avais de très bons rapports avec Enes Bennett. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui m'a protégé. Mais j'écrivais sur les exilés politiques. Donc, c'est à partir de cette série d'articles que j'allais produire mon livre en 2000. Panorama de la littérature haïtienne de la diaspora. Donc, je faisais des interviews avec Georges Anglade. Et il ne me faisait pas venir les réponses par la poste. Donc, nous étions déjà en 84. Bon, est-ce que je suis sur des risques? Non, je ne pense pas. Ma cinquième question, parce que c'était justement 5 questions pour vous. Ma cinquième question, c'est concernant la série de monographies que vous avez publié, alors commencé à publier l'année dernière. Donc, je voudrais en premier lieu savoir qu'est-ce qui a motivé cette série et me parler un petit peu des auteurs que vous... Ce sont 6 auteurs sur lesquels j'ai déjà écrit. J'ai écrit pendant 20 ans, pendant 30 ans. Sito Kavi, j'adore le poète, j'adore le parolier, parce qu'en fait, Sito, derrière le succès de son fils Alain Kabé, il y a Sito Kabé. Je crois qu'ils ont prévu un spectacle très prochainement à New York. Donc, il y a ce bonhomme-là qui est un nouvelliste extraordinaire, guindé, baroque, etc. Bon, Margaret Papillon, moi, je voulais provoquer cette docte intelligentsia haïtienne pétrie de préjugés qui pensent que Margaret Papillon est un auteur, enfin une autrice, il faut bien se mettre à la mode, une autrice mineure. Non, moi je pense que Margaret Papillon est une autrice remarquable. Margaret Papillon est l'une des rares écrivaines vivantes haïtiennes qui, des années avant, abordait le thème du banditisme, de la drogue, de l'homosexualité. Écoutez, qu'est-ce que vous me dites que Margaret Papillon n'est pas une grande dame de la littérature haïtienne? Vous me dites quoi? Vous faites du terrorisme intellectuel? Non. J'ai récupéré cette dame, elle est d'imagination, que j'ai connue, que je connais très bien. Je pense que son œuvre est une œuvre qualitativement remarquable. Ketlimas, quant à Ketlimas, Ketlimas et Yannick Lahen, ce sont des autrices que j'ai presque, entre guillemets, accompagnées. J'ai encouragé l'une et l'autre à écrire des nouvelles, etc., etc. Et je crois avoir accompagné ces 2 autrices aussi en publiant des textes critiques sur le premier œuvre. Ouais. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, je ne sais pas si c'est pour sa méchanceté mordante, je l'admire. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Moi, donnez-moi Lionel Trouillot à n'en plus finir. C'est un auteur de grand talent, c'est un grand bonhomme, d'une vivacité, d'une intelligence hors norme. Non, il faut s'assumer. Moi, ce sont des amours, ce sont des gens que je respecte le travail. Je ne sais pas s'il y en a encore quelqu'un d'autre. Quant à Anthony Phelps, lui, c'est mon dada. Mon dada, on s'est rencontrés sous Jean-Claude Duvalier, parce qu'il venait et partait en Haïti. C'est, à mon sens, Anthony Phelps. Je n'ai pas choqué personne. Moi, je crois que Anthony Phelps est peut-être le poète haïtien vivant, le plus grand poète haïtien vivant, d'expression francophone. Ah oui, parce que moi, je lis son déniance. Ah ouais, que ça va faire tiquer, piquer, je ne sais pas même. Mais voilà ce à quoi je pense. C'est un grand poète, ce que j'admire. Parce que quand on y fait, il y en a 2. C'est comme pour la peinture, c'est comme pour une peinture, ou bien comme dans la catégorisation. Il y a ce qu'on appelle la peinture figurative et la peinture non figurative. Eh bien, chez ce bonhomme, il y a une poésie. Il y a chez lui une poésie narrative, très narrative. Et il y a une poésie, je vous dirais, abstraite. Motif pour le temps saisonnier, par exemple, ce recueil, c'est un recueil, comment dire ça, où il y a beaucoup d'images. C'est parce que de la poésie surréaliste. Mais il y a d'autres sur ces œuvres-là que j'ai oublié le titre. Parce que ma mémoire me fait défaut, je n'ai pas une mémoire photographique. Et j'ai oublié le titre de ce chef-d'œuvre, mais pourtant, je n'ai pas oublié des extraits. Oh, c'est triste. Là, c'est oh, c'est triste. Regardez, voilà. Je vais me rappeler de ce poème, de ce recueil de poèmes, que j'ai commenté. Donc, qui est un poème narratif, qui plonge dans toute l'histoire de ce pays. Oh, si triste est la saison qu'il est venu le temps de se parler par Voilà, je ne peux pas oublier. C'est un truc
un truc qu'on ne peut pas oublier. J'ai oublié, par contre, je ne peux pas me rappeler du titre de ce recueil, qui est extraordinaire, qu'il a mis sous 10. Évidemment, il y a d'autres Anthony Febs que j'ai mentionnés, il y a le romancier, il y a écrit un recueil de nouvelles aussi. Non, vraiment, Anthony Febs, à mon sens, c'est un grand auteur. Bon, donc, comme on peut le remarquer, j'ai des goûts éclectiques. Donc, tout ce beau monde-là, c'est 6 auteurs dont les livrets existent, mes livrets, mes monographies, mais ce sont des auteurs, à quelques exceptions près, ce sont des auteurs très différents. Hein. Et Anthony Febs est écrit avec un langage très élégant. C'est un perfectionniste. Ah ouais, c'est un perfectionniste. Moi, j'ai l'impression, et j'ai fait une interview avec lui, est-ce que cette interview a paru avant le départ de Jean-Claude Duvalier? Mais je ne me rappelle plus. Ça encore, je ne me rappelle pas. Mais j'ai fait une interview avec lui. Et lorsque je vais au Canada, je cherche toujours à le voir. Mais je tenais à faire cette monographie, cette étude, comme on disait au 19e siècle en France. Je tenais à organiser cette étude sur lui, parce que je pense que c'est un auteur fondamental, incontournable de la littérature haïtienne. Et donc, il n'y a pas vraiment de rapprochement, de ressemblance entre Anthony Febs et Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, comme on le sait, c'est un auteur polyvalent. Il est romancier, il est romancier, il est poète, il est chroniqueur, il est analyste. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Il est nouvelliste. Ce qui m'a poussé à écrire sur ces 6 auteurs, je pense que c'est le polyvalence, la diversité. Ce sont des auteurs qui ont excellé dans plusieurs genres. Vraiment, ça m'ennuie quelqu'un qui est seulement nouvelliste ou romancier. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la diversité, c'est la densité. Donc, ce sont 6 auteurs très denses. Margaret Papillon, Margaret Papillon, par exemple, je suis désolé de continuer sur ma lancée, de choquer ceux qui la critiquent. Mais Margaret Papillon, c'est une autrice, c'est une nouvelliste extraordinaire. Et elle a su utiliser, entre autres, le patrimoine folklorique haïtien pour le mettre en exergue dans ses nouvelles, lorsqu'elle fait référence au phénomène de la zombification, à notre imaginaire diabolique. Mais écoutez, c'est du grand art. Et je ne peux plus insister sur Anthony et sur Cito Cavé, qui, lui, comme on le sait, c'est un auteur très connu par ses chansons, et qui ont été, ces textes qui ont été, pas seulement mis en musique par son fils, mais aussi par le Caribbean C7. La plupart des grands hits, les hits du Caribbean C7, portent la marque de Cito Cavé. Je ne vais pas les énumérer tous. À ce moment-là, les gens vont comprendre que je suis un grand danseur. Non. Et donc, ce Cito Cavé, c'est un grand personnage aussi. Lui, il écrit à la fois en français et en créole. Et de manière vraiment, comment dire ça? De manière vraiment satisfaisante. Donc, les 2 autres dames dont je suis amoureux, comment on dit ça, et Yannick Laens et Ketty Mas, ce sont de grandes dames. Leurs œuvres romanesques sont des œuvres qui respirent Haïti, qui font référence à la tragédie que nous avons vécue à partir de Duvalier. Donc, ce sont des figures, je pense, incontournables de la littérature haïtienne contemporaine. Je tiens à informer, voilà, c'est l'habitude maintenant, tout et tout. Enfin, quoi? Moi, je suis toujours dans le singulier et pluriel. Je tiens à rappeler, à informer tous ceux qui me regardent et m'écoutent que j'ai 2 grands projets en chantier. C'est un livre sur René Préval, qui s'appelle René Préval, 10 ans à la présidence. C'est un truc qui va faire au peu près 2000 pages, à peu près. Mais ne sautez pas, c'est parce qu'il va avoir un index des noms. Ceux qui sont professionnels, oui, justement, ceux qui sont des académiciens, ceux qui ont fait des études académiques vont comprendre. Il va avoir un index des noms et des thèmes. À partir de l'index des noms, on se repère. On n'est pas obligé de lire l'ouvrage dans sa totalité.
Donc, si vous êtes un fanatique de François Duvalier, vous allez chercher dans l'index des noms datés Duvalier François, et vous allez voir dans quelle page j'ai cité François Duvalier, j'ai cité Yometa Aristide, je ne sais pas moi, j'ai fait mention de Fidel Castro, etc. Donc ça, c'est pour l'affaire. Mais c'est un livre de 1000 pages, mais il va avoir au moins peut-être 400 pages d'annexes. J'ai même inclus l'annonce mortuaire du président Préval qui a été publiée dans le Nouvelliste. Donc, vous voyez, donc ça, vous allez dire que c'est du remplissage. Ce n'est pas du remplissage. Le second projet auquel je tiens beaucoup, c'est une anthologie concernant la littérature haïtienne fragmentaire. Donc, dans cette anthologie, il va y avoir des contes, des audiences, des nouvelles, etc. Mais en 5 volumes. En 5 volumes, qui va plus loin que Ignace No. J'ai récupéré Hérald Dumel, que certains pensent que c'est peut-être le premier écrivain haïtien, entre guillemets, le premier écrivain consistant. Et c'est à partir de son travail, Voyage dans le nord d'Haïti. C'est après la chute, après l'assassinat, pas après l'assassinat, après le suicide de Henri Christophe. Donc oui, je me rappelle maintenant du recueil de nouvelles d'Anthony Fels, c'est Mon pays que voici, qui est apparu en 1966. Donc c'est ce fameux ouvrage, mais la version audio a fait de ce recueil un best-seller. Et pour ceux qui sont intéressés par la poésie haïtienne et qui sont friands, férus de belles lettres, tous ceux-là savent que ce personnage, Anthony Fels, c'est un diseur hors pair, incomparable. Donc ce bonhomme a une voix, il a une façon de lire ses textes et d'autres textes, puisqu'il a, je crois qu'il a lu des textes de Raymond Chassagne et de son ami Émile Olivier et d'autres. Donc voilà en gros ce que je voulais ajouter pour finir. Ok, voilà. Donc, on met un terme à l'émission aujourd'hui. Merci encore et rendez-vous au Caribé jeudi. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Vraiment la fin maintenant. Donc, j'espère que vous apprenez un peu sur l'auteur et pour vraiment, effectivement, plus bien comprendre le travail, les gens que moi j'ai annoncé dans le commencement. Donc, moi-même, Daphné Valsin, m'a bon rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission. Mais avant d'aller, bien entendu, m'a pris un petit temps pour me remercier sponsor qui c'est Heineken 00, Belle Optique, Focal, Titato, Beauty, La Moumous et Modadi Floride. Rendez-vous c'est pour semaine prochaine. Et puis, bien entendu, m'attends nous toutes dans Livre en Folie qui a fait 16 juin dans le Caribé.